Bienvenue à tous pour ce webinaire sur les baux professionnels et l'impact que le Covid a eu sur les loyers, tant baux commerciaux que baux professionnels. Donc, nous allons parcourir les principales mesures qui ont été prises par le gouvernement et pour voir ensuite qu'est-ce qui va vraiment nous aider en droit, parce que vous allez le comprendre très vite, les mesures du gouvernement n'ont pas été optimales. Donc, nous allons parcourir tout ça. Donc, je me présente, Hugo Groslambert. Je suis avocat sur Toulouse, inscrit au barreau de Toulouse. Donc, je représente la société d'avocats Stratégie Avocat, qui est une société d'avocats spécialisée en droit des affaires et en droit social. Alors, je vais enchaîner directement avec la slide. Alors, donc, suite au coronavirus, à l'apparition de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a pris des mesures à toute vitesse, et notamment a promulgué une loi du 23 mars 2020, dite loi d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dont l'objectif est somme toute louable, d'autoriser le report ou l'étalement des loyers et des charges assimilées pour les baux commerciaux et les baux professionnels, et qui visait notamment à neutraliser finalement les conséquences d'une défaillance de paiement, c'est-à-dire tout retard de paiement, toute inexécution de l'obligation du locataire, qui était de payer son loyer, donc, qui est l'obligation principale du preneur. Ensuite, la loi a posé l'objectif, et puis, c'était dans la loi, le gouvernement était autorisé à fonctionner par ordonnance. Ce qui est une pratique, finalement, actuellement, c'est d'autoriser. La loi autorise de manière assez large le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance, bon, ce que certains contestent, mais bon, ça a le mérite d'être efficace, et notamment à l'heure actuelle, c'était un peu ce qu'il fallait faire. Donc, une ordonnance a été prise 2 jours après, et finalement, cette ordonnance, et c'est là où on commence à critiquer un peu la position du gouvernement, c'est que elle n'a concerné finalement que la neutralisation des conséquences de la défaillance de paiement. Donc, il n'y a même pas été question de parler de report ou d'étalement des loyers, enfin d'instaurer des mesures en tant que telles. Déjà, les taux se resserraient sur les locataires. Et ensuite, donc, le gouvernement a fonctionné par décret. Donc, il a pris 2 décrets. Et c'est là, finalement, où moi, en tout cas, je trouve que c'est un peu dommage qu'on soit pas allé plus loin, parce que ce décret fixait le champ d'application des mesures qui avaient été prises. Donc, il déterminait finalement les entreprises qui étaient éligibles aux mesures d'aide aux entreprises dans le cadre du bail commercial ou du bail professionnel. Donc, ce décret a finalement limité considérablement le bénéfice de ces aides. Je les ai sous les yeux. Donc, finalement, ces aides ne concernaient que certaines TPE, parce que je vais vous lire les, euh, les critères, les conditions pour bénéficier. Donc, il faut être une entreprise qui compte au maximum 10 salariés, qui n'a, alors attention, c'est cumulatif, qui n'a qu'un chiffre annuel inférieur à 1 million d'euros, un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier exercice clos, et qui soit subit une fermeture administrative, ou soit subit une perte du chiffre d'affaires de plus de 50% au mois de mars 2020 par rapport à mars 2019. Donc, vous comprenez bien que ces conditions cumulatives posent un véritable problème, parce que ça restreint considérablement le champ d'application de ces mesures. Et finalement, d'autant plus que la plupart de ces critères, on se pose la question de savoir comment on les interprète. Comment on peut
sur quelle base on se fonde au niveau du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires hors taxe, TTC? Quand on subit une perte de chiffre d'affaires, ça peut être impacté pas forcément sur un mois en particulier, mais sur plusieurs mois. Donc voilà, il y a une variabilité d'interprétation qui nous amène à penser que toutes les mesures qui ont été envisagées ne sont pas nécessairement efficaces. Donc finalement, nous, au cabinet, en tout cas notre réflexion qu'on a eue, c'est de se dire, bon, ces mesures-là, bon, clairement, c'est pas assez. Il faut se tourner vers le droit positif pour comprendre finalement quelles sont les meilleures options pour les locataires. Pour les locataires et aussi le bailleur, hein, parce que eux aussi, ils ont tout intérêt à se préoccuper de la situation, parce que justement, il faut pas se retrouver avec un bail avec un preneur qu'il faut expulser, avec des loyers impayés et de trop tarder sur la situation, parce que, comme on le verra à la fin, il y a quand même un véritable spectre actuellement sur l'économie française, hein, et mondiale évidemment, mais en tout cas en ce qui concerne l'économie française, c'est que beaucoup d'entreprises risquent d'être en défaillance d'entreprise. Alors, je vais passer à la slide suivante. On a beaucoup parlé de la force majeure pour ce qui est de l'épidémie de coronavirus. Alors, est-ce que c'est le cas? J'ai envie de dire oui, instinctivement, mais j'aimerais reprendre un peu la définition de la force majeure. Je vous ai mis, vous pouvez le lire, on va pas faire un commentaire de texte sur la définition légale de la force majeure. Voilà, classiquement, on retient que c'est un événement qui est extérieur, imprévisible et irrésistible. Alors, le coronavirus, oui, c'est un événement extérieur. C'est un événement imprévisible, évidemment, on l'a tous vécu. Par contre, il se pose une problématique sur le caractère irrésistible de la chose. Et ça, c'est un élément particulièrement primordial pour caractériser le cas de force majeure. L'irrésistibilité en droit, c'est vraiment quand on est en face d'une situation qu'on ne peut pas finalement contourner. On ne peut pas adopter des mesures qui nous permettent de surmonter la situation. Beaucoup d'articles donc dans la littérature actuelle nous parlent de l'interdiction administrative d'ouverture au public. Donc vous savez qu'il y a eu les arrêtés qui ont particulièrement ils ont interdit à beaucoup de RP, d'établissements recevant du public, d'ouvrir leurs portes. Donc on pense aux restaurateurs, on pense à tous les commerçants de vêtements en tout genre, tous ces typologies d'entreprises ont été formellement interdites d'ouvrir leurs portes à leur clientèle. Donc, on se dit instinctivement, oui, c'est un événement qui est irrésistible. L'irrésistibilité, oui, mais attention, il y a eu de la jurisprudence sur ce sujet. Un restaurateur peut, alors pas de la jurisprudence actuelle, hein, je vous rassure, les juges n'ont pas encore eu le temps de se prononcer sur beaucoup de questions liées à l'épidémie de coronavirus. Mais ceci étant, s'il y a eu des jurisprudences qui se sont prononcées sur le fait, effectivement, qu'il y ait une interdiction administrative d'ouvrir au public n'est pas nécessairement un événement insurmontable. Et c'est vraiment ça le critère, c'est de se dire que l'interdiction d'ouverture n'était pas nécessairement insurmontable pour poursuivre l'activité commerciale. Moi, je pense à des situations très concrètes. Un restaurateur qui, effectivement, ne peut plus recevoir les clients à ses tables, il peut toujours, néanmoins, fonctionner par livraison. Il peut faire de la vente à emporter. Et ça, finalement, c'est un critère qui nous indique que, potentiellement, les juges, peut-être qu'ils vont nous dire oui, c'est un événement extérieur imprévisible qui a eu des conséquences importantes sur la vie professionnelle. Néanmoins, des mesures auraient pu être mises en œuvre pour contourner ce critère d'irrésistibilité. Et c'est finalement ce que pourrait argumenter les bailleurs en disant « mais attendez, vous nous dites qu'il y a un cas de force majeure,
Donc, vous ne pouvez pas régler les loyers, très bien. Cependant, vous auriez pu mettre en place certaines choses, certaines mesures qui auraient permis de continuer votre activité commerciale et donc de ne pas souffrir tant que ça de l'épidémie de coronavirus. Je pense qu'il y aura des contentieux sur ça, hein. Je pense que beaucoup de locataires vont agiter le drapeau de la force majeure. Néanmoins, attention, là, on se place dans une, une vision contentieuse qui n'est pas forcément la meilleure. J'ai lu aussi beaucoup d'articles sur ce sujet et certains, d'ailleurs, des confrères, évoquaient le cas de l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution, c'est ni plus ni moins le fait de, quand vous êtes en relation contractuelle, vous avez une obligation à exécuter. Et si vous suspendez l'exécution, votre co-contractant peut faire de même. Et donc, du coup, on se place dans une situation balle au centre et personne ne bouge. Et bon, potentiellement, le contrat peut être résolu. Alors, certains nous disent oui, voilà, le bailleur, il a une obligation de délivrance, une obligation de délivrer un local paisible, enfin, qui permet une jouissance pardon, paisible du local pour le locataire. Donc, s'il ne le fait pas, de par l'interdiction d'ouverture au public, de par le fait de fermer les portes du local, s'il ne le fait pas, le locataire pourrait indiquer attendez, moi, je ne peux pas exploiter mon local, je refuse de payer les loyers. Oui, mais ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que le bailleur, et vous l'avez instinctivement, je pense, imaginé, il indiquera que ce n'est pas de sa faute. Pour lui, pour le coup, la force majeure est peut-être plus importante. Enfin, les critères de force majeure sont potentiellement plus facilement vérifiables pour lui. Parce qu'il n'a pas la main mise sur le fonds de commerce et l'exploitation du local finalement. Donc voilà, donc faites attention quand vous lisez cela. Ce n'est pas forcément une bonne solution et d'autant plus que j'ai envie de dire pour faire une mini conclusion sur cette petite partie, opposer la force majeure ou l'exception d'inexécution n'est pas véritablement la bonne option, compte tenu que là, finalement, on se place dans une situation d'opposition, hein, de confrontation avec son bailleur ou son locataire, qui n'est pas forcément, enfin, d'expérience, n'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors, c'est pour ça que nous, au cabinet, on préconise l'arrangement amiable. Toujours un arrangement amiable, ça vaut mieux qu'un bon procès, comme on dit. Ceci étant, il faut se rappeler à plusieurs fondements, en fait, enfin plusieurs, il y en a deux, finalement, sur la négociation, en fait. Le législateur est venu poser finalement deux outils juridiques qui permettent en fait aux contractants de favoriser et d'alimenter en fait la négociation. Vous avez un premier fondement qui est le fondement de l'imprévision. Le fondement de l'imprévision, donc c'est assez récent. Alors c'est une théorie jurisprudentielle qui a eu force finalement force de loi. Ça a été codifié en 2016 à l'article 1195 du Code civil, qui est en fait finalement une théorie qui indique s'il y a un changement qui est très important et donc imprévisible des circonstances d'exécution du contrat, et que ces circonstances ont une conséquence qui rend excessivement onéreux l'exécution du contrat, onéreuse l'exécution du contrat, eh bien, il faut permettre en fait l'engagement d'un processus de négociation. C'est-à-dire que là, on se place non pas comme précédemment où on impose une situation, là, on incite, on favorise la négociation. Donc, vous êtes un locataire,
Vous subissez donc l'épidémie de coronavirus, vous avez une énorme perte de chiffre d'affaires, vous ne pouvez plus exploiter votre local comme il le fallait. Clairement, vous êtes dans une situation où tout a été bouleversé. Tout a été bouleversé et effectivement, la perte de chiffre d'affaires entraîne que vous, par rapport à vos charges, qui sont des charges fixes, hein, les charges de loyer, vous ne pouvez pas les assumer nécessairement à hauteur de ce qui était prévu. Donc, ce que vous pouvez faire en tant que locataire, c'est sur le fondement donc, de l'imprévision, maintenant de ce qui a été codifié du Code civil, vous pouvez demander au bailleur, écoutez, moi je subis ces conséquences de l'épidémie, je souhaite renégocier mon contrat. Donc c'est un droit. C'est un véritable droit à la renégociation de son contrat. Donc là, votre bailleur, en fait, si on se place du côté du locataire, le bailleur est tenu d'engager un processus de renégociation. Et c'est ça qui est véritablement intéressant avec cet outil juridique, c'est que le bailleur ne pourra pas si facilement s'opposer à finalement dire non, à balayer d'un revers de manche cette demande. Il faut vraiment qu'il s'engage dans un processus de renégociation. Et il faut qu'il le fasse en exécutant une certaine bonne foi. C'est-à-dire qu'il va falloir véritablement que le locataire et le bailleur se mettent autour d'une table. Vous comprenez bien que voilà, c'est vraiment, pour le coup, là, c'est juste le locataire qui a les cartes en main, finalement. Ceci étant, c'est qu'une incitation. Là, le législateur s'est placé dans une position où il va inciter les parties à négocier. Ce n'est pas une obligation de résultat. Ce n'est pas une obligation où on doit, au cours de ce processus, aboutir à une renégociation, un renouvellement du bail. Le bailleur n'est pas obligé d'accepter finalement. Et c'est là où il y a peut-être un petit problème, un petit hic, c'est que le bailleur, finalement, il peut engager des discussions, il peut dire très bien, oui, vous pouvez, on peut discuter de ci, de ça, des loyers, de l'étalement des loyers, mais il ne sera jamais obligé de l'accepter. Sachant qu'il y a aussi encore un petit problème, c'est que tant que la négociation n'a pas abouti et que idéalement aurait abouti sur un nouveau bail plus avantageux pour le locataire, il faut savoir que les loyers courent toujours. Donc, problématique actuellement parce que les entreprises, et je pense à certains restaurateurs, qui eux ont vraiment un business model qui est fondé sur la trésorerie finalement. C'est vraiment une gestion de trésorerie. Ils ont énormément de charges avec leurs employés. Ils ont beaucoup de charges avec les stocks, leurs fournisseurs. Donc, ils doivent régler tout ça. Et ça court toujours et ils n'ont pas forcément une trésorerie qui leur permet d'assumer tout ça. Donc, on se retrouve finalement un peu entre deux chaises et finalement, peut-être que ça pose un véritable problème au niveau de l'équilibre dans la négociation. Et ça, c'est problématique. Le bailleur va être en force à ce niveau-là. Et alors pour suivre des dossiers et écouter aussi certains retours de mes confrères sur ce sujet, on a plusieurs types de bailleurs, hein. On a les bailleurs qui sont conciliants, très bien, ils ont raison. Et puis il y a les bailleurs qui ne veulent rien entendre. Et ça, c'est problématique. Mais voilà, pour ce qui est de ce mécanisme de l'imprévision, je pense que certains locataires auraient tout intérêt à engager ce processus de renégociation parce que de toute façon, il faut le faire parce que même si les loyers courent et toutes les contraintes, le désavantage de ce système, mais au moins ça aura le mérite de l'avoir fait. Et au moins on ne pourra pas dire aux locataires oui, mais vous m'opposez la force majeure, elle n'est pas forcément vérifiée. Donc, vous devez continuer à payer les loyers. Ça, c'est problématique.
Dernier problème sur l'imprévision. Ça a été mis dans la loi, dans le code civil, qu'à compter de 2016. Si vous avez un vieux bail commercial ou professionnel qui date d'avant 2016 et que vous ne l'avez pas renouvelé selon les nouvelles conditions, le mécanisme de l'imprévision n'est pas forcément prévu dans le contrat. Certains contrats qui ont été bien ficelés, qui étaient au jour en fait, de la jurisprudence sur l'imprévision, ils ont prévu des clauses. Il y a énormément de clauses dans certains contrats bien ficelés qui prévoient évidemment l'imprévision, qui est finalement une déclinaison de la force majeure avec ce critère en fait, de l'irrésistibilité qui est beaucoup moindre. Mais ceci étant, et on voit beaucoup encore des baux qui datent d'il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, et qui n'ont pas été renouvelés, qui ont laissé cours, et qui n'ont pas nécessairement ce critère de l'imprévision, ce mécanisme de l'imprévision qui est prévu contractuellement. Donc là, on se pose finalement, on revient encore aux bases finalement du droit contractuel. Et là, on est obligé de se raccrocher à un seul élément, c'est celui de l'exécution de la bonne foi et de l'exécution de bonne foi des conventions et de la loyauté contractuelle. C'est un peu théorique, on va dire, mais c'est un outil jurisprudentiel, c'est reconnu par la loi, par les juges, pardon, par la Cour de cassation, comme quoi un contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties, et il y a une certaine loyauté contractuelle qui doit s'instaurer entre les parties. Et donc, s'il y a des circonstances qui font qu'il y a un changement tel dans l'équilibre du contrat, eh bien, une partie, un contractant, qui subirait ce déséquilibre, est tout à fait en mesure de solliciter une exécution du bail différente. Et en tout cas, on pourrait se dire, le locataire, il pourrait être proactif dans la démarche et indiquer, bon voilà, je subis l'épidémie de coronavirus, mon local commercial n'est plus du tout exploitable, j'ai plus de clients, ça fait 3 mois que je galère. Je vous propose déjà d'étaler les loyers, je vous propose de me faire peut-être pas une ristourne, mais un rabais sur le loyer, sur le coût du loyer, et je vous rembourserai dès que je serai remis à flot. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en œuvre. Et en tout cas, si jamais il y a un contentieux, parce qu'il va y en avoir des contentieux sur les baux commerciaux, ça ne saurait tarder. Il va y avoir des expulsions, des commandements de payer qui vont impacter en fait le contentieux commercial. Mais avec cette démarche-là, donc de la bonne foi et de la loyauté contractuelle, si le locataire est proactif, eh bien, le locataire va pouvoir indiquer au juge, attendez, moi je subis l'épidémie de coronavirus, et en plus, je pense que beaucoup de juges vont être sensibles à ce facteur-là. Et le locataire va toujours argumenter en disant, mais moi j'ai proposé des solutions pour sauver le bail, pour continuer le contrat et ne pas empêcher une exécution du bail saine, on va dire. Toujours, c'est pas parce que un locataire ne paye pas que de manière automatique un juge va décider, il paye pas, il est expulsé. Il y a des mécanismes contractuels qui permettent mais toujours, il y aura toujours une position du juge qui pourra tempérer tout ça. Il pourra prévoir, il pourra envisager un échelonnement. Donc, lui, en tant que juge, il va décider les loyers, ils peuvent être payés à hauteur de 15 mensualités supplémentaires étalées sur 15 mensualités, sur 15 mois. Donc, l'idée, en fait, le juge, il faut se rappeler aussi qu'il est là, c'est l'arbitre du contrat. C'est lui qui recherche, et je vous l'ai mis, c'est de retrouver l'équilibre dans l'exécution du bail.
Un bailleur ne va pas pouvoir être omnipotent et indiquer non, non, vous dégagez parce que vous n'avez pas payé 3 mois de loyer. C'est pas forcément c'est pas si simple que ça. Donc, finalement, le locataire a toutes ces options. Donc, voilà, nous, ce qu'on préconise, c'est l'arrangement amiable, donc du côté du locataire, mais mettons-nous du côté du bailleur. Le bailleur, lui aussi, a intérêt à retrouver ce rééquilibre, en fait, à rééquilibrer le contrat. Le bailleur, lui, actuellement, il va avoir un local, bon, sur un restaurateur, par exemple, très bien, donc ça fait des années qu'il est avec ce restaurateur. Il n'a jamais eu de problème à part maintenant. Bah, il se trouve que voilà, il a envie d'avoir ses loyers, ce qui s'entend, ce qui est normal. Bah, il se dit: «Bon, voilà, il fait plus l'affaire, il va se casser la gueule», excusez-moi, mais il va se casser la gueule dans les 6 mois prochains. Bon, ben, je l'expulse et j'essaye de trouver un autre locataire. Oui, mais attendez, on ne sait pas où est-ce que, dans 6 mois, on ne sait pas si, il y aura quelqu'un qui se présentera pour reprendre le local. C'est pas nécessairement, gagné d'avance. Donc, donc le bailleur, et c'est ce que je veux exprimer, c'est que le bailleur aussi a tout intérêt à à lui aussi être proactif dans la démarche. Ça ne peut pas être seulement le locataire actuellement qui doit faire la démarche. Et en plus, je pense que les juges vont être très, très intéressés à l'attitude du bailleur. C'est savoir, il y a un événement planétaire qui est arrivé. On a eu une pandémie qui nous a soufflé l'économie sur 3 mois maintenant. Heu, Est-ce que lui, en tant que bailleur, donc qui est en position de force actuellement, est-ce qu'il s'est intéressé à la situation de son locataire? Et ça pourrait, ça on ne sait pas encore comment ça va être, accepté par les juges, mais ça pourrait être un élément qui, va aller dans le sens des locataires. Et en tout cas, le bailleur, s'il démontre pas, actuellement qu'il s'est inquiété finalement de la situation pour son locataire, s'il n'a pas une exécution, de bonne foi et respecté ce principe de la loyauté contractuelle, on risque de se retrouver avec un juge, qui va prendre une position potentiellement, en défaveur du bailleur. Et le bailleur, lui, n'oubliez pas aussi, que, si son locataire, se met en procédure collective, donc en redressement judiciaire notamment et en liquidation judiciaire, il y a un temps qui s'écoule, avant que la société soit fermée, et que le mandataire liquidateur, liquide totalement la société. Donc il va pouvoir occuper les locaux pendant tout le temps de la procédure. Et d'autant plus qu'il y a un gel, des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure. Donc le locataire ne sera pas nécessairement tenu de régler enfin, de régler les loyers antérieurs. Donc si, imaginons dans 6 mois, il se déclare en cessation de paiement et qu'il y a un jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une procédure collective, alors c'est différent en sauvegarde, mais s'il se met en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, eh bien, il y aura 6 mois qui seront peut-être potentiellement dans les dents du bailleur. Donc ça, c'est problématique. Donc le bailleur, et c'est une des positions chez nous au cabinet, c'est d'indiquer que faites attention si vous voulez être ferme avec votre locataire. Demain, vous n'êtes pas sûr de récupérer tous vos loyers. Et ça, c'est problématique, et d'autant plus que là, à l'heure actuelle, il y a tout cet élan de solidarité, et je pense que ce serait bien que les bailleurs, mais il y en a qui prennent le pli, hein, faut, faut relativiser la chose. Les bailleurs se doivent aussi de venir vers leur locataire pour finalement essayer de sauver le bail. Là, en fait, finalement, on est dans cette situation-là, avec cette épidémie de coronavirus. On est face à un cas de force majeure. Enfin, tout mon laïus sur la force majeure ne voulait pas dire que l'épidémie de coronavirus n'était pas un cas de force majeure, mais en tout cas, si on fait la rétrospective juridique, jurisprudentielle, on se dit potentiellement c'est quelque chose qui ne va pas forcément être admis en justice, parce que les critères sont là, et surtout le critère de l'irrésistibilité ne permet pas nécessairement
de se protéger par le biais de la force majeure. Et donc, finalement, j'en reviens au bailleur. Le bailleur a tout intérêt à renégocier son contrat. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être fait dès maintenant, parce que les critères de commercialité des locaux commerciaux, professionnels, mais plutôt commerciaux, vont énormément changer. Il y a peut-être des choses, les indices sur lesquels les loyers sur lequel le prix des loyers est indexé, vont peut-être, au lieu d'augmenter, vont peut-être baisser. Enfin, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et la meilleure des solutions pour se prémunir de tout aléa, on se retrouve, voilà, la meilleure des solutions, c'est de passer par la négociation, c'est de refaire un contrat, c'est c'est de reprendre les choses et de dire, bon, les circonstances ont tout bouleversé, le contrat a été signé il y a des années, même il y a 2 ans, c'est suffisant pour se dire, il faut le renégocier. Il faut qu'on reparte sur de nouvelles bases pour bien repartir. Donc sur ça, finalement, il faut être vigilant. Il faut inciter en fait à la négociation. J'ai 2 questions qui ont été posées. Alors je vais regarder s'il y a des questions. Alors n'hésitez pas à les mettre sur Zoom. Je pense qu'il y a un module de questions et réponses, ou alors sur la conversation. Bon, en tout cas, j'ai déjà 2 questions. Première question, est-ce que mon agent immobilier peut m'aider à négocier, à renégocier, donc j'imagine, le bail commercial ou le bail professionnel? Alors oui, il pourrait aider, c'est pas interdit. Rédiger des baux commerciaux, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Mais vous me voyez venir, il faut plutôt se faire accompagner par un spécialiste de la matière. Parce qu'un agent immobilier, il va être bon dans tout ce qui est négociation des conditions, on va dire, classiques du bail. Mais en tout cas, ce qui est de mener la négociation selon les règles juridiques, de voir si véritablement il y a, comme vous l'avez lu, le respect de la bonne foi, de la loyauté contractuelle, alors qui ont l'air d'être des concepts un peu obscurs, en tout cas assez théoriques. Ben, nous, on a une vision, en tout cas en tant qu'avocat, très, très pragmatique et concrète. Donc là, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir son agent immobilier. Alors même si en pratique, les agents immobiliers, ils trouvent les locaux et puis après, bon, ils laissent la main aux bailleurs et aux preneurs. L'idéal, ce serait que l'agent immobilier et l'avocat et le preneur, et que tout le monde soit autour de la table. Et finalement, que toutes les compétences soient réunies pour pouvoir renégocier un bail dans de bonnes conditions. L'agent immobilier, il va avoir un regard sur le local commercial ou professionnel. Il va avoir une idée véritable du marché que, par exemple, les avocats n'ont pas forcément, si on n'est pas expert en immobilier, en transactions immobilières. Certains le sont, mais bon, la plupart ne le sont pas. Donc finalement, ça va permettre aussi d'aider au bailleur il va peut-être pouvoir aussi inciter le bailleur en lui indiquant, attention, votre local, peut-être que là, maintenant, c'est une zone qui devient sinistrée. Prenons l'exemple d'une ville qui voit toutes ses industries partir. Ben, peut-être que le local va plus valoir 5 000 € par mois de loyer. Donc, ça va peut-être descendre à 3 000, 2 500. Donc, il va avoir cette vision-là du marché. Et donc, ça va permettre aussi peut-être de fluidifier les discussions. Vous avez des questions peut-être sur ça? Il y en a une autre qui m'est parvenue, c'est comment négocier avec un bailleur public ou social.
Effectivement, il y a des bailleurs publics ou sociaux. Je pense au cas d'une mairie qui louerait un local commercial dans un petit village. Il y en a beaucoup. Des petites mairies en fait qui, pour faciliter en fait la vie du village, ont des locaux à disposition et les mettent à disposition des commerçants et donc formalisent un bail commercial. C'est donc le problème de ces bailleurs, c'est que bon, c'est de l'administration publique, il y a des délégations de pouvoir, il y a des strates de enfin, c'est divisé. Donc, il y a la négociation est un peu empêchée par ce volet, ce millefeuille, comme on dit, administratif. Mais la négociation en tant que telle peut se mener de la même manière. On peut toujours argumenter des critères d'imprévision, de la bonne foi et de la loyauté contractuelle. Le bailleur public ou social reste un co-contractant soumis aux règles du droit privé. Donc oui, on peut négocier, mais attention à la façon dont ils vont le faire. Parfois, certaines mairies ou bailleurs sociaux ont des directives. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les mairies, les agents ont souvent des directives, peut-être des choses un peu plus… ils ont des directives fermes, comme quoi le local, ne peut pas enfin, le bail commercial ne peut pas forcément être renégocié dans une certaine amplitude, on va dire. Et souvent que certains… Alors là, je vais je vais aller au-delà des bailleurs publics et sociaux. Certains bailleurs vont peut-être sauter sur l'occasion pour se débarrasser d'un locataire qui n'est pas forcément le meilleur des locataires, le meilleur payeur. Donc, attention en tant que locataire, quand on a déjà eu des problématiques de paiement qui sont fondées ou non, le fait de sauter aussi sur l'occasion du coronavirus pour s'exonérer de ses obligations n'est pas forcément bienvenu, parce que le bailleur, il pourra toujours nous rétorquer que c'est juste la cerise sur le gâteau, le coronavirus, et que ça ne fait que démontrer la mauvaise foi du locataire. Donc voilà, un ensemble d'éléments qui nous permettent de dire que l'épidémie qui s'est déclenchée a eu un véritable impact va avoir un véritable impact. C'est déjà le cas, j'ai déjà eu des dossiers sur ce volet-là, sur les bailleurs, sur la relation entre bailleurs et locataires. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ça. Alors, j'ai une question. Est-on d'accord que le bailleur n'a aucune obligation de négocier? Alors, il a une obligation de négocier, soit sous le fondement de l'imprévision. Donc, si le locataire indique qu'il souhaite se prévaloir du mécanisme de l'imprévision, le bailleur a une obligation de négocier. Mais c'est bien une obligation de moyens. Je vais parler en termes juridiques. Une obligation, j'ai envie de presque dire, de moyens de renforcer. Et il n'y a pas une obligation d'aboutir à une négociation, d'aboutir à ce que veut le locataire. Il a une obligation de dire oui, ok, très bien, je reçois vos arguments, je les comprends, ben moi, je considère que ce n'est pas le cas. Et ça vaut négociation. Par contre, s'il n'y a pas le volet imprévision, la bonne foi et l'utilisation de la bonne foi et de la loyauté contractuelle, si on se fonde en tout cas sur ce volet-là, il n'y a pas la question d'imprévision, le bailleur n'a pas nécessairement effectivement l'obligation de renégocier. Mais par contre, ce que j'indiquais, c'est que ce sera potentiellement très très mal vu. Et d'une certaine manière, la bonne foi et la loyauté contractuelle incitent à la négociation. Donc il y a peut-être il faut vraiment être vigilant sur une attitude, une posture d'un bailleur qui indiquerait non, moi je ne souhaite pas négocier, je refuse de négocier, le bail est écrit de telle manière, on le respecte. En fait, ça dépend des contrats. Et c'est là où il faut faire une lecture des
des contrats et une étude de la situation pour déterminer si finalement le bailleur a véritablement une obligation de négocier. C'est vraiment important après de respecter tout ça. Un bailleur sincèrement, sera toujours très mal vu à l'heure actuelle, sera très mal vu, d'autant plus que je pense que vous avez suivi l'actualité. Alors ça fera peut-être ça fera peut-être l'objet d'un nouveau séminaire. C'est concernant la posture des juges, compte tenu de la perte d'exploitation. Vous avez dû suivre l'actualité. Un assureur a été condamné en référé pour assurer la perte d'exploitation d'un restaurateur. Là, alors il faut étudier la décision évidemment, mais le fait est qu'on a un juge qui s'est prononcé en faveur de restaurateurs et qui implique en fait que en fait, on se demande même si le juge s'est positionné par rapport à cette situation en faveur du restaurateur, parce qu'il y a eu une épidémie très très importante qui a impacté énormément le restaurant de la personne. Et on se demande si c'est pas peut-être sous le coup de l'émotion, j'ai envie de dire, et si c'est pas une lecture un peu biaisée du contrat. Ceci étant, le contrat, c'est le juge des référés qui devait se positionner. C'est le juge de l'évidence donc, et il n'a pas forcément eu besoin de lire attentivement le contrat et de prendre tout dans son contexte. Forcément, c'est le juge des référés, et donc de prendre une décision. Il a pris une décision, d'urgence. On constate qu'il y a une perte d'exploitation. Le contrat n'est pas forcément clair sur la question. Hop, l'assureur est condamné à régler la perte d'exploitation. Alors, je vois que j'ai Pierre-Antoine Mauriac qui nous dit « Attention, il s'agit d'un contrat proposé par un courtier avec un intercalaire spécifique. Cela représente moins de 2% du marché en France. » Effectivement, c'est ce que j'ai lu également. Je me suis un peu renseigné. Alors, je vais étudier un peu plus en amont la question, mais vous avez raison. C'est ce qui a été évoqué par la partie... par AXA, on parle d'AXA, et effectivement, c'est un courtier qui a proposé un contrat particulier. Effectivement, il n'y avait pas la condition de la pandémie, et effectivement, et de toute façon, c'est ce qu'on remarque auprès de nos clients, la plupart de leurs contrats prévoit la survenance d'une épidémie, d'une pandémie, et donc exclut l'indemnisation de la perte d'exploitation. La plupart des contrats le prévoient, et effectivement, ça représente que 2% du marché, donc c'est somme toute une part très très minime du marché. De toute façon, la plupart, on le voit dans les contrats, c'est très bien rédigé, et la perte d'exploitation est pas forcément, et n'est prévu que dans des cas de sinistres importants. Moi, j'ai eu le cas d'un dossier où c'est vraiment l'incendie. C'est ça la perte d'exploitation. On subit un événement qui était prévisible pour le coup. Enfin, c'est ça. Alors, je pense que Pierre-Antoine Mauriac est spécialiste de la question, mais le contrat d'assurance, c'est effectivement l'aléa. On assure un aléa qui peut être prévisible. Effectivement, la perte d'exploitation est liée à un dommage matériel, effectivement, aussi. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce volet-là. Peut-être que ça fera l'objet d'une conférence commune sur la question. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, sur les loyers impayés? On peut évoquer la perte d'exploitation, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Écoutez, si vous avez des questions sur ces questions-là ou autres, sur la problématique du coronavirus, n'hésitez pas.
Vous avez, alors je vais mettre la dernière slide, vous avez mon mail, h.grolambert@strategia-avocat.fr. Vous pouvez aller consulter notre site pour voir nos secteurs d'activité. Donc nous, on intervient, peut-être que je ne l'ai pas précisé, tant en conseil qu'en contentieux. On n'est pas un cabinet en droit des affaires pur et dur conseil. On fait du contentieux parce qu'on considère qu'effectivement, vous l'avez vu hein, sur les questions des loyers impayés, il y a un volet contentieux à maîtriser pour pouvoir mieux conseiller nos clients. Vous avez également mon numéro, c'est mon numéro professionnel. Vous pouvez également me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas parce que, voilà, encore une fois, c'est vrai que quand on ne connaît pas véritablement tous les ressorts juridiques qui sont à notre disposition, il y a des situations qui peuvent être évitées. Et comme j'ai indiqué, le volet négociation est important à maîtriser à l'heure actuelle. Un contentieux, et en plus, j'ai envie de vous dire, actuellement, les tribunaux sont fermés, sont encore fermés, on est encore à la traîne. Ça dure énormément de temps, et le temps, voilà, comme on dit, c'est de l'argent, et c'est surtout, il y a aussi de l'inquiétude hein, dans les contentieux, donc il faut connaître les choses, il faut savoir qu'est-ce qui est à notre disposition pour pouvoir bien négocier. Donc voilà, je vais en terminer là. Je vais conclure. Écoutez, merci de votre attention, merci d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin.